Est-ce que vous avez tendance à l'éco-anxiété, vous? Non, je demande parce que moi, j'ai un peu l'impression que c'est mon cas, mais qu'apparemment, il faudrait surtout pas dire ça. Il paraît que dire d'une personne qu'elle est éco-anxieuse, ce serait rendre irrationnel, voire pathologique, un sentiment rationnel à l'égard du dérèglement climatique et de ses conséquences sur notre santé, sur les écosystèmes ou même tout simplement sur notre confort matériel. Et en fait, ce discours sur l'éco-anxiété comme catégorie néolibérale pathologisante et gaslightante, on le retrouve absolument partout dans nos milieux. Et une des personnes qui a le mieux porté ce discours et qui est probablement parmi celles qui l'ont évoqué le plus tôt, c'est Frédéric Lordon. Alors Frédéric Lordon, si vous le connaissez pas, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est un genre de psychanalyste un peu bizarre, c'est-à-dire que son seul patient c'est un personnage de fiction, et qui se balade avec un cosplay d'intellectuel de gauche assez bluffant depuis un peu plus de 20 ans. Et justement, vous allez le voir, son cosplay c'est assez impressionnant. L'éco-anxiété est une de ces merveilleuses conneries dont le système médiatique a l'habitude, hein. Il nous les engendre, je continue. Alors, c'est vraiment les médias dans ce qu'ils ont de mieux. C'est-à-dire, vous prenez un vrai problème politique, vous le passez à l'ambit médiatique, vous avez une espèce de merde psychosociétale qui ne veut rien dire. Toute politique a été abolie. Alors on interroge les jeunes. Alors vous êtes anxieux? Oh oui, je suis anxieux. Bah oui, alors oui, ils sont anxieux forcément. Bah oui. Alors c'est l'éco-anxiété. Bah on va faire des couvertures là-dessus. Tiens, puis des numéros spéciaux et tout, des cahiers séparables. L'éco-anxiété, le nouveau mal du siècle. Bon, normalement, à part sur mes vidéos les plus anciennes, vous me connaissez pas comme une personne qui s'acharne comme ça sur des individus. J'ai une espèce de règle sur ma chaîne qui est de pas faire la critique de personnalités vivantes, à moins que ces personnalités aient eu des ambitions ou des rôles politiques. Et cette espèce de clause, bon, en réalité, on pourrait dire que Lordon l'a remplie assez bien tout seul, hein. C'est-à-dire que quand on a été la figure intellectuelle de Nuit debout et qu'on appelle publiquement à renverser le capitalisme, on est en quelque sorte un acteur politique, hein, on est critiquable comme tel en tout cas. Mais c'est même pas pour ça que je m'arrête aussi longuement sur lui, et c'est même pas pour ça qu'il déroge à ma règle. En réalité, c'est notamment, mais pas uniquement, vous comprendrez plus tard, parce que j'ai besoin de vous montrer à quel point ce type a fait énormément de mal au discours politique à gauche et à la production intellectuelle. Ce que vous venez d'entendre, je sais que beaucoup d'entre vous y êtes déjà habitués, mais c'est déjà, alors qu'on n'a même pas encore eu le propos, insupportable. Alors, pendant assez longtemps, le ton de Frédéric Lordon, il m'a rien fait. Et en fait, même si je dois être tout à fait honnête, il me faisait franchement rire quand j'étais jeune. Mais aujourd'hui, soit parce que j'ai mûri, soit parce que la société a mûri autour de moi, j'y arrive plus. Vous pouvez réécouter l'extrait si vous voulez, hein, il y a le chapitrage pour tomber pile dessus direct, mais dans tout ce qu'on vient d'entendre, il n'y a pas encore eu un seul argument. Il y a une position, la sienne, et qui se place au-dessus de tout ce qui est nommé dans le discours. Les médias, ce sont des fabricants de conneries, la presse magazine, elle fait des cahiers séparables, et les jeunes qui répondent au micro, ce sont des abrutis qui répètent ce qu'on leur souffle derrière la caméra. Et d'ailleurs, regardez bien ce qu'il fait avec les jeunes, hein. Il les paraphrase pas, il les cite pas, il les joue. Oh oui, je suis anxieux. Il se met à faire le jeune qui répond « Bah oui, je suis anxieux », et il le fait avec une petite voix et avec un petit air un peu, bon, mesquin. Ici, l'imitation, elle est pas anodine. Les seules personnes de tout son discours qui vont dire une parole incarnée à un moment donné, quelque chose de vrai sur elles-mêmes, eh bah, elles vont être rendues un peu ridicules, un peu pataudes, et tout ça, ça finit à chaque fois en un espèce de numéro comique fait pour amuser son auditoire. Et encore une fois, ça a l'air de rien, mais ce mécanisme, il est omniprésent chez Lordon. Il y a jamais de blague, il y a jamais de trait d'esprit, il y a jamais de jeu de mots, il y a rien de drôle au sens propre. Ce qui provoque le rire, c'est toujours la même chose, et c'est la distribution du mépris. Il y a quelque chose de très insidieusement viriliste dans cette manière de faire. Quand le mépris y tombe sur tout le monde autour de Frédéric Lordon, sur les journalistes, sur les magazines, sur les gens qui les lisent et puis sur les jeunes, eh bah ça fait que la seule place en fait qui devient confortable à habiter, c'est celle qui consiste à rire avec Frédéric Lordon. Ce que ce genre de discours cherche à faire, c'est à déclencher un rire de soulagement, le rire qui vient confirmer qu'on est du bon côté du mépris de l'intellectuel bourgeois. Et on va pas rester une heure sur le langage, hein. On va parler d'éco-anxiété, vous inquiétez pas, mais il y a aussi quelque chose qui se joue dans la langue et qui se construit dans la langue et dont il faut quand même parler. Les expressions merveilleuse connerie et merde psychosociétale dans la bouche de quelqu'un d'autre, ce serait juste grossier.
Mais dans la bouche d'un philosophe du CNRS qui vous tient pendant 2 heures sur le conatus et sur l'imperium, eh ben ça a un tout autre sens et ça a un tout autre but. Le gros mot, quand il descend de très haut, socialement, je veux dire, c'est par définition un gros mot qui est prononcé par quelqu'un qui devrait parler autrement. Et donc ce que ça provoque, c'est un espèce de petit frisson, un sentiment d'interdit ou d'insolence. Sauf que pouvoir provoquer ce petit frisson et pouvoir en jouer, c'est un privilège de position. Imaginez juste une femme à sa place, hein. On la traiterait d'hystérique, on lui dirait qu'elle manque de rigueur et qu'elle est vulgaire. Lui, il est truculent. La grossièreté, elle est pas juste impunie, elle est autorisée. Et même mieux d'ailleurs, elle est enrichie du symbole dans le discours. Et le fait qu'elle puisse faire ça, c'est une démonstration de force qui sert à rappeler en permanence qui a le droit de brutaliser le débat et qui a le devoir de rester poli. Et celles et ceux qui ont le devoir de rester poli, eh ben c'est n'importe qui voudrait lui répondre. En somme, il crée les conditions qui rendent impossible le fait de juste lui couper la parole. Et justement, ça, on y reviendra. Mais d'abord, on écoute la suite parce que c'est là que ça va nous intéresser pour la vidéo. Vous reconnaissez également cette tendance tout à fait caractéristique du discours néolibéral à psychologiser les choses, hein, c'est-à-dire à les dépolitiser. Stop. Non, pardon, désolé, je sais, c'était très rapide, mais ça, en fait, typiquement, c'est le truc qu'il a dit et qu'on répète le plus sur l'éco-anxiété, et c'est juste pas vrai du tout. On ne peut pas dire que psychologiser les choses, c'est les dépolitiser. Et je sais ce que vous allez me dire. Psychologiser des choses pour les dépolitiser, ça existe, et j'ai moi-même parlé de ça sur ma chaîne. Mais c'est pas un slogan. Il suffit pas de dire psychologiser, c'est dépolitiser, et l'appliquer à tout sans distinction. Ce dont on parle quand on dit ça, c'est d'une chose et d'une seule chose. Et c'est pas du tout cette chose-là. La psychologisation, c'est un acte qui est dépolitisant quand ce qu'il vient faire, c'est remplacer une cause. Par exemple, quand je vous dis que si vous êtes pauvre, c'est parce que vous manquez de confiance en vous et d'initiative, là, ce que je fais, c'est que je viens remplacer une structure sociale et économique par une caractérisation psychologique. De la même façon, si entre deux individus qui sont en conflit, je dis qu'il y a un problème de communication ou un problème d'intelligence émotionnelle, alors qu'il s'agit juste d'un conflit de pouvoir, eh ben j'efface l'organisation sociale au profit d'une explication psychologique. Ce qui marche très bien dans le couple hétérosexuel, dans lequel on va toujours dire qu'il y a un problème de communication, comme si les deux parties communiquaient exactement avec les mêmes symboles, avec les mêmes droits, etc. Donc tout ça, c'est vrai, et ça existe, et c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve extrêmement souvent dans l'idéologie néolibérale. Si vous êtes au chômage, c'est parce que vous êtes flemmard, voilà. Mais l'éco-anxiété, c'est exactement l'inverse. Quand on parle d'éco-anxiété, on ne dit absolument pas que le dérèglement climatique, il est dans la tête. On ne remplace pas du tout la cause par de la psyché. Au contraire, on décrit ce que la cause produit sur la psyché. Or, le dérèglement climatique, il rend énormément de gens anxieux. C'est un fait. Ça n'en fait pas un problème psychologique, justement, parce que dire que des millions de personnes ressentent la même chose au même moment, c'est pas de la psychologie. En tout cas, c'est pas de la psychologie au sens privé du terme. C'est mettre en lumière un fait politique. C'est nommer un affect de masse pour pouvoir le rendre mesurable, discutable et organisable. C'est de la politique. C'est pas juste que c'est pas dépolitisant, c'est que ce n'est que de la politique. Et avoir ce petit mépris condescendant à l'égard d'un affect de masse et considérer qu'en parler c'est psychologiser des structures, c'est justement exactement ce que font le néolibéralisme et les autoritarismes pour nous interdire de parler de harcèlement, de charge mentale et de burn-out. Le harcèlement, la charge mentale et le burn-out, ce sont des expériences de masse, des choses qui sont ressenties et vécues par des millions de personnes et dont la structure organisante est extrêmement visible au premier coup d'œil, dès qu'on entend le mot. Et donc des structures que le néolibéralisme aurait intérêt à ce qu'on les nomme autrement. Et souvent d'ailleurs, ce qu'il veut le néolibéralisme, c'est plutôt qu'on ne nomme pas ces choses-là, parce que tant que la chose n'a pas de nom, tout le monde est libre de croire qu'elle est une faiblesse personnelle. Et une faiblesse personnelle, ça ne s'organise pas, c'est une responsabilité individuelle. C'est de votre faute. Et en plus, dans la bouche de Lordon, c'est encore plus bizarre, parce que là on parle d'un type qui a passé sa carrière à écrire que la politique se faisait avec des affects. La société des affects, les affects de la politique, capitalisme, désir et servitude, c'est ça ses objets de travail. J'y reviendrai probablement un jour, mais Lordon, c'est quelqu'un qui psychanalyse et qui naturalise les systèmes de domination pour en faire des conséquences de la psyché humaine, plutôt que des causes affectives, des choses qui vont organiser des affects. Et donc c'est vraiment quand ça l'arrange en fait. C'est-à-dire que non seulement on parle de quelqu'un qui, dans son œuvre, fait exactement ce qu'il reproche au terme éco-anxiété,
Mais en plus, ce qu'il reproche au terme éco-anxiété, c'est totalement faux. Et à ce moment du discours, on serait en droit de l'interrompre pour le lui dire, parce que c'est grave la confusion qu'il est en train de faire. Mais il parle d'une façon qui est tellement autoritaire, tellement méprisante, qu'il nous prive de notre capacité à émettre un jugement critique et une analyse rationnelle de la logique de son discours. Mais il faut bien comprendre que les deux seules choses qui sécurisent la logique de son discours, c'est sa certitude et c'est son hubris, son arrogance. Si on veut, alors on va aller au bout de la psychologisation, mais pour mieux retrouver la politique après. Le concept technique, précis, c'est pas anxiété, qui ne veut pas dire grand-chose, enfin, sauf sur les notices de médicaments, c'est angoisse. Alors, stop. Non, désolé, encore une fois, mais là aussi, il faut que j'interrompe parce que c'est pas possible d'entendre ça. Vous avez entendu ce qui vient de se passer. Anxiété, ça veut rien dire, il faut dire angoisse. Là, encore une fois, on a sans aucune justification, sans aucune référence et surtout sans une demi-seconde d'hésitation, un mec qui vient de remplacer le terme de toute la clinique contemporaine, de toute la recherche, de toutes les classifications internationales, par le mot qui lui plaît à lui, par le terme de sa chapelle. Et le pire, encore une fois, c'est qu'il fait ça, et que personne ne bronche. Là, on est à un moment très important de son discours, c'est-à-dire qu'il sait qu'il a humilié suffisamment de personnes pour ne plus rien avoir à prouver de ce qu'il va dire. À tel point d'ailleurs qu'il va ironiser sur les notices de médicaments. Notices de médicaments, donc ça veut dire sur des termes qui sont issus d'essais cliniques et de classifications, c'est-à-dire le seul endroit dans toute cette histoire où on est justement obligé de prouver tout ce qu'on affirme avant de le dire. Contrairement au discours de Lordon, anxiété, c'est un mot qui rend des comptes tous les jours dans la recherche auprès des scientifiques et auprès de scientifiques beaucoup plus légitimes que lui. Et donc justement, on va en profiter parce que c'est pas inutile. Donc c'est quoi la différence entre l'anxiété et l'angoisse? Je sais que c'est des termes qu'on confond souvent, c'est peu de le dire, je vais expliquer pourquoi après, mais c'est parce qu'en fait c'est des termes qui viennent de la même racine, le verbe ango, en latin donc, qui veut dire serrer. Et la distinction entre les deux, entre anxiété et angoisse, c'est la psychiatrie française de la fin du 19e siècle qui va la poser, et justement écoutez bien parce que vous allez voir que c'est exactement l'inverse de ce qu'il dit. L'angoisse, en médecine, c'est le mot qu'on utilise pour désigner le phénomène physique. La gorge qui se serre, la poitrine qui s'oppresse, etc. Tandis que l'anxiété, c'était justement plutôt le mot qui désignait le phénomène psychique, c'est-à-dire le sentiment d'insécurité. Donc le terme précis pour un vécu psychique d'anticipation dans la tradition médicale française d'origine, c'est bien anxiété. Sauf que, et c'est pour ça que je parle de sa chapelle, entre-temps, la psychanalyse est passée par là. Les traducteurs de Freud y rendent chez lui le mot Angst par angoisse. Et le mot, il est donc devenu la propriété de la tradition analytique. Mais pendant ce temps-là, la clinique, celle qui fait vraiment de la recherche scientifique pour vraiment essayer, tant bien que mal, en fait, de soigner les gens, on parle juste de ça, la clinique, elle a toujours continué d'utiliser anxiété. Et c'est donc pour ça qu'anxiété, c'est un terme qu'on retrouve dans trouble anxieux, dans anxiété généralisée ou dans anxiolytique. Maintenant, ça, c'est pour le registre médical précis. Pour autant, le dictionnaire de l'Académie de médecine écrit bien noir sur blanc qu'on peut aussi bien utiliser un terme que l'autre, puisque ça ne pose en réalité aucun problème de compréhension. Donc comprenez bien que en opérant cette espèce de correction, il a non seulement historiquement tort, il n'y a rien à corriger, c'est une question de chapelle, mais qu'en plus il vous impose une distinction qui, d'un point de vue contemporain, n'existe plus depuis un siècle. Hors registre médical ultra spécifique, mais en réalité même dans le registre médical, on s'en tape un peu. La seule et unique chose qui le pousse à dire que anxiété, ça ne veut rien dire, c'est le fait que dans la tradition psychanalytique, le terme anxiété n'est pas un objet d'étude en particulier. Ce qui fait que dans ce discours, il est en train de choisir pour vous. Il est en train de vous manipuler parce qu'il trace une frontière entre deux traditions en vous faisant croire qu'il s'agit d'une frontière entre deux réalités. Sauf que la réalité, c'est l'objet de la science et pas des pratiques et des dogmes de la spiritualité. Donc on peut reprendre, je vous remets l'extrait depuis le début. Si on veut, alors on va aller au bout de la psychologisation, mais pour mieux retrouver la politique après. Le concept technique, précis, c'est pas anxiété, qui ne veut pas dire grand-chose, enfin sauf sur les notices de médicaments, c'est angoisse. Bon, qu'est-ce que c'est l'angoisse dans la théorie psychanalytique? L'angoisse, c'est l'anticipation d'un péril flou, ou d'un péril dont la cause est floue, et qui nous laisse dans l'incapacité de monter une réaction un peu articulée. Alors ça, c'est terrible, effectivement. Alors c'est pour ça qu'on a pu dire longtemps l'angoisse, c'est une peur sans objet. C'est pas tout à fait exact.
Mais l'impression vécue est un peu celle-là tout de même. Donc là maintenant, on a le droit à sa définition de l'angoisse. Vous noterez qu'au passage que ça y est, on ne parlera plus du tout d'anxiété alors que c'est le mot qu'on lui a imposé dans les termes du débat. Ça, il s'en fout, il fait ce qu'il veut. Ici, il nous parle d'un péril flou et d'une incapacité à monter une réaction articulée, c'est-à-dire à réagir de façon normale et réfléchie. Cette définition-là, elle n'est pas héritée de la clinique non plus, mais d'une lignée philosophique qui oppose la peur et l'angoisse par l'objet. La peur a un objet déterminé et l'angoisse n'en a pas. Non. Vous aurez compris que ça veut dire qu'on sait de quoi on a peur, mais qu'on ne saurait pas de quoi on est angoissé. Vous aurez deviné, cette tradition-là, à la base, oui, c'est Kierkegaard, oui, c'est Heidegger, mais c'est surtout, pour leur don, Freud. Et ce qui est super intéressant, c'est que vous voyez qu'il bafouille un peu à cet endroit-là quand il nous dit bon, c'est pas tout à fait exact, etc. Et c'est super fréquent, ça. C'est un truc qu'on voit très souvent quand on voit des psychanalystes parler de cette distinction entre angoisse et peur. Comme s'il y avait un surplus de prudence d'un coup, alors qu'on était dans un discours qui était ultra confiant. En fait, il faut savoir que c'est parce que les psychanalystes freudo-lacaniens, ils sont relativement mal à l'aise avec cette définition, justement parce que la clinique réelle, elle passe son temps à la contredire. Ce qu'on appelle l'anxiété anticipatoire, et c'est de ça qu'on parle ici, donc c'est pas la même chose que l'anxiété flottante, c'est une anxiété qui a un objet qui est parfaitement identifié. Une personne qui est phobique peut, dans beaucoup de cas, savoir exactement de quoi elle a peur, et pour autant, elle peut ressentir une anxiété anticipatoire. En fait, dans son discours, ce qu'il fait ici, ça a un but bien précis. C'est-à-dire que définir l'anxiété par le flou de sa cause, c'est pas une mesure de précision qu'il fait dans son discours, c'est le préalable dont il a besoin pour que la suite de son raisonnement fonctionne. Et d'ailleurs, notez bien ce qu'il fait à la fin de l'extrait. Il dit « L'impression vécue est un peu celle-là tout de même. » Il vient juste de dire que la formule était fausse, mais il la garde parce que, selon lui, l'impression irait plutôt dans son sens. Donc, quand des jeunes disent au micro que ce qu'ils vivent, c'est de l'anxiété anticipatoire, c'est une connerie fabriquée par les médias. Mais quand lui, il convoque une impression vécue, c'est un argument, tout d'un coup. Donc vous avez compris, une nouvelle fois, dans son discours, la seule subjectivité qui soit recevable, c'est la sienne. Et puis, vous voyez ce que je vous disais sur la manière dont il amène ces objets à l'intérieur de son discours. Il vient de vous administrer une théorie psychanalytique de l'angoisse en 15 secondes, il l'annonce comme ça, vite fait, en passant, il dit dans la théorie psychanalytique, blablabla, et pour autant, je suis persuadé que l'immense majorité des personnes qui ont vu cette vidéo à cette époque ne se souvenaient pas que ce dont il parlait, c'était de psychanalyse. Il nous a tellement saturé d'expressions et de trucs avant ça que le mot dans son discours, il va passer comme une lettre à la poste, personne va le relever. Ce qui fait qu'à la fin, on a une salle entièrement remplie de personnes de gauche qui se pensent critiques et qui se pensent matérialistes, qui vont sortir de cette salle-là en récitant une définition psychanalytique de l'angoisse, sans jamais être allé vérifier d'où elle vient, ni si ce qu'elle dit est juste. Effectivement, renvoyer les gens à l'éco-anxiété, c'est les renvoyer à un problème qui n'est pas flou, la planète crame, on va cramer dessus, etc. Tout ça est assez bien identifié. Mais un problème dont la cause est en permanence laissée dans le brouillard. Donc effectivement, si on vous laisse avec sur les bras, je veux dire sur la psyché, un problème, je veux dire un péril vital, dont vous n'avez pas la moindre idée du système causal dont il découle, et de ce qu'il faudrait faire en conséquence pour le parer, alors là, effectivement, votre psyché est mise à rude épreuve. Alors, celle-là, je vous avoue que j'ai dû la réécouter plusieurs fois parce que je suis pas sûr de comprendre ce qu'il est en train de dire. Il parle d'un problème dont la cause est en permanence dans le brouillard. Mais de quel brouillard il parle? Je veux dire, premier degré, de quel brouillard il parle? Je comprends pas d'où il sort l'idée d'un brouillard. Les causes du dérèglement climatique, c'est probablement le fait scientifique le mieux établi et le mieux diffusé de notre époque, voire de l'histoire de la science. Enfin, aujourd'hui, on a des gamins de 10 ans qui savent dire énergie fossile. Je connais pas une seule personne dans aucun milieu social qui sache pas dire exactement pourquoi le climat se dérègle. Alors, de deux choses l'une encore. Soit ils pensent que les gens sont trop cons pour savoir d'où vient le problème et donc on retrouve le mépris de tout à l'heure. Soit le brouillard, et j'y crois beaucoup moins, mais pourquoi pas, c'est le fait que les médias ne prononcent jamais le mot capitalisme, et dans ce cas-là, le brouillard, c'est pas l'ignorance des gens, mais c'est l'absence de son cadre épistémologique à lui dans le journal de 20h. Mais je veux dire, c'est pas qu'on s'en fout, ça en fait pas pour autant un brouillard, Et puis c'est quand même emmerdant pour lui parce qu'il parle d'un sujet sur lequel on a un sacré paquet de données. La plus grande enquête menée sur l'anxiété climatique des jeunes, qui concerne quand même 10 000 personnes dans 10 pays, dit l'inverse exact de sa théorie. C'est-à-dire que les jeunes personnes les plus anxieuses sur le climat, c'est justement pas celles qui sont les plus perdues. Les données, elles vont plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire que l'impression qu'elles donnent, c'est que l'anxiété augmente avec le niveau de connaissance des causes du dérèglement. Et pire encore, et ça pour le coup vous allez voir que c'est entièrement politique,
l'anxiété augmente en même temps que le sentiment d'être trahi par les gouvernements. Donc les gens, ils voient les causes, ils voient que personne n'agit, ils le voient très bien, et l'écart entre les deux, c'est l'endroit exact où l'anxiété s'installe. Donc il a complètement tort, il pourrait pas être plus loin de la vérité. Et puis désolé, mais moi, avec ce qu'il dit là et avec ce qu'il a dit avant, j'entends deux choses. Une, les jeunes sont vraiment des gros cons, et deux, lui, il est infiniment plus intelligent que tout le monde. Puis vous allez voir que la fin du discours, elle va plutôt dans ce sens. Louis Billadan du Courrier, il me demande si je suis éco-anxieux. Je lui réponds forcément que non, puisque moi j'ai une idée du système des causes. Et j'ai une idée de quoi faire. Enfin, j'ai une petite idée, j'ai une idée générique, si vous voulez, parce que, vous voyez, renverser le capitalisme... Alors, en même temps, c'est pas très précis, mais quand même, si, c'est assez précis. C'est plus précis que dire on va faire le Green New Deal ou on va trier nos déchets. C'est beaucoup plus précis. Mais au moins, c'est la direction, vous voyez. Voilà. Donc, ne soyez plus éco-anxieux. Alors, c'est un peu bouffon la manière dont je vais vous le dire, mais je vous invite à être, moi ce que je suis, c'est-à-dire plutôt éco-furieux. Alors, éco-furieux, ça au moins, vous voyez, on fait quelque chose de précis quand on est éco-furieux. Donc, Voilà, il n'y a plus d'extrait de Lordon après, c'est le dernier, et ça tombe bien parce que dès le début, c'est déjà insupportable ce qu'il est en train de faire. Il nous dit « Je ne suis pas éco-anxieux puisque moi, j'ai une idée du système des causes ». Cette figure rhétorique, vous allez voir, c'est le propre de la bourgeoisie intellectuelle. C'est-à-dire que, bon, en mettant de côté pour l'instant son discours, moi, je connais les causes du dérèglement climatique. Vous, tout le monde ou presque connaît les causes du dérèglement climatique. Mais est-ce que face à lui, vous oseriez lui répondre que vous aussi, vous avez une idée du système des causes ? Eh ben, je suis pas sûr. Parce que système des causes, ça fait un peu peur, ça fait quand même très précis, ça a l'air de demander un sacré investissement intellectuel de réussir à avoir une bonne idée du système des causes. Et c'est justement à ça qu'elle sert, cette expression. La formule compliquée, elle sert uniquement à ça, à transformer un savoir qu'absolument tout le monde partage dans son audience en une propriété privée de Frédéric Lordon. C'est-à-dire que le Pékin moyen, il sait très bien que c'est les industries fossiles et l'idéologie de la croissance qui crament la planète. Il le sait juste sans dire système de cause. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde le sache. Parce que c'est exactement pour ça qu'on utilise le terme de bourgeoisie intellectuelle. Ça veut pas juste dire des intellos qui sont riches, ça veut même pas dire ça du tout en fait. En tout cas, comme je l'utilise ici, c'est vraiment dans l'attitude bourgeoise. C'est-à-dire que la bourgeoisie économique, c'est la classe sociale qui veut s'accaparer toutes les richesses, avoir le monopole sur les outils de production, sur ce qui contrôle l'économie. Et le bourgeois intellectuel, c'est pareil, sauf que c'est pas économique, c'est intellectuel, c'est-à-dire qu'il veut avoir le monopole du savoir et de la connaissance. Sauf que, contrairement au bourgeois économique, lui, il peut pas empêcher les gens de s'informer, d'apprendre ou de se renseigner. Et donc, il va transformer des savoirs extrêmement primaires en des objets extrêmement complexes. Ce qui fait que si vous dites que vous connaissez les raisons du dérèglement climatique, vous avez l'air d'en savoir beaucoup moins que si vous dites que vous avez une idée du système des causes. Bon, mais tout ça, c'est pas du tout le pire dans ce qu'on vient d'entendre. Revenons à sa propre définition de tout à l'heure. L'angoisse, nous disait-il, c'est l'incapacité de monter une réaction articulée face à un péril. Ensuite, il nous dit que lui, n'étant pas angoissé, donc étant capable d'en produire une, sa réaction, c'est de renverser le capitalisme. Sauf qu'au même moment, il nous explique que sa réaction à lui, elle est générique et qu'elle n'est pas précise. Ce qui veut dire que, par son propre critère, sa fureur est exactement aussi inarticulée que l'anxiété qu'il méprise. C'est-à-dire que lui, il a le droit de pas savoir quoi faire tout en restant furieux, mais vous, par contre, vous n'avez pas le droit de pas savoir quoi faire en étant anxieux. Et c'est là qu'il nous montre toute l'étendue, la profondeur de son mépris, de sa détestabilité et de son fantasme de virilité. À la fin de son discours, la seule chose qui reste quand on fait la différence entre être éco-anxieux et être éco-furieux, c'est le sentiment d'impuissance. Vous êtes anxieux, et vous ne faites rien contre le dérèglement climatique. Lui, il est furieux, et il fait rien non plus contre le dérèglement climatique, mais c'est quand même mieux. C'est quand même mieux parce que l'impuissance, c'est exactement ça qui lui est insupportable. D'avoir peur sans pouvoir agir sur sa peur. L'impuissance, c'est très exactement l'affect que la virilité hégémonique ne peut pas s'autoriser à ressentir, et encore moins à avouer. Et donc lui, en vous faisant passer ça pour un geste intellectuel, ce qu'il vous invite à faire en réalité, c'est à convertir votre anxiété pour la transformer en un autre affect, le seul affect de peur que la virilité tolère, celui qui ressemble le plus à une arme,
la fureur. Et donc on se retrouve avec un discours prétendument de gauche qui élève la fureur virile au rang d'acte politique et qui relègue l'anxiété féminisée au rang de symptôme, rejoint le geste fondateur de la psychanalyse, c'est-à-dire n'accepter comme objet de psychologisation et de pathologisation qu'un seul type de sujet, les sujets féminins. Et au passage, je digresse, mais puisqu'on parle d'écologie, il y a quelque chose qui me gonfle aussi dans cette classe intello de gauche, et c'est ces petites phrases de mépris envers le tri des déchets. Vous savez, le tri des déchets, ça sert à rien, ça va pas sauver la planète, ça nous responsabilise alors que le problème c'est les grosses industries, moi je le fais pas, etc., etc. Je dis que c'est intello de gauche comme mépris parce que c'est précisément parce qu'on connaît les causes structurelles et qu'on se sent au-dessus des petits gestes qu'on se permet de pas le faire. Sauf que, petit rappel, votre petit geste de rébellion là, au bout de la chaîne, ce qu'il a, c'est des conditions de travail. Quand vous triez pas vos déchets, c'est pas le capitalisme qui en paie les frais, c'est des ouvrières et des ouvriers dans des centres de tri qui récupèrent à la main vos ordures ménagères. Donc je culpabilise pas les gens qui peuvent pas le faire, qui savent pas le faire, je m'en fous, mais juste, c'est pas stylé. Et c'est encore moins de gauche. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on en fait de cette critique de l'éco-anxiété ? Moi, je vais évidemment pas vous dire qu'il faut entièrement la rejeter, parce qu'il y a un endroit où elle tape juste, et cet endroit-là, c'est le marché. Les coachs en éco-anxiété, les campagnes pourries du gouvernement qui vous responsabilisent, les ateliers de respiration pour prendre des grandes bouffées d'hydrocarbures et de pain maritime cramé, les livres pour apprendre à gérer son éco-anxiété, bref, tout ça. C'est ça qu'il faut critiquer et qu'il faut rejeter. Sur tout ça, on est d'accord que tout ça, c'est des choses qui visent à rejeter des problèmes du monde vers votre réaction au monde. Et ça mérite beaucoup de mépris et beaucoup de vigilance. Mais dans notre rejet de ce système-là, il faut faire gaffe à bien faire le tri avant de tout jeter à la poubelle. Ce qui dépolitise, c'est le traitement individuel de l'affect. C'est pas de dire que l'affect existe, c'est pas non plus le mot qu'on utilise pour le désigner, c'est encore moins les gens qui le ressentent. Sauf que Lordon, lui, il confond les trois et il tire sur le seul qui produisait quelque chose d'utile. Parce que, comme beaucoup de psychanalystes, il est incapable de comprendre que la psychologie, c'est politique, mais que la politique, c'est pas psychologique.